dos, tres, cuatro, clap. Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler de centralisation et intelligence artificielle. La centralisation, bon, dans les phénomènes techniques, c'est pas quelque chose d'inhabituel, mais dans cet exposé, je vais montrer en tout cas quels sont les enjeux autour de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, même s'il y a d'autres domaines sur lesquels ça pourrait s'appliquer. Le but de cette conférence, c'est d'être un peu spécialisé là-dessus. Donc, déjà, qu'est-ce que fait un algorithme d'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui? Peut-être demain ça changera, mais en tout cas aujourd'hui, on a des données considérées comme brutes, même si c'est des mesures subjectives en fait de la réalité. Donc voilà, on prend la réalité et on y prend certains éléments. Et un algorithme, il va sur ces données chercher des régularités, donc chercher des choses qui se répètent de manière à pouvoir ensuite faire ce qu'on appelle des prédictions. C'est-à-dire de pouvoir, à partir de nouvelles données, découvrir en fait quelque chose qui va se passer ou quelque chose d'intéressant là-dessus. Quand l'algorithme il cherche des régularités, on appelle ça l'entraînement de l'algorithme, c'est-à-dire que l'algorithme va quelque part se nourrir en fait de ces données pour être plus performant. Et les prédictions, on peut appeler ça prédiction ou inférence. Donc il infère quelque chose à partir de nouvelles données, une fois à partir des données du passé. Donc, il y en a plein, en fait, des algorithmes d'intelligence artificielle. Comment est-ce que, par exemple, fonctionnerait un Terminator, on imagine? Donc, Terminator, il aurait été entraîné auparavant sur des données brutes. Ensuite, il regarderait, à partir de ses capteurs, des données issues du monde extérieur. Et grâce à son algorithme, qui aurait été déjà entraîné par le passé, il pourra faire des prédictions. Et dans ce cas, ça sera en fait des mouvements en fait de son corps, des mouvements dans un certain but, quoi. Enfin, que le concepteur de l'algorithme aura programmé au travers de ça. Donc, quand il verra, comme l'algorithme aura été entre guillemets bien entraîné, et quand il y aura des données dans le monde extérieur, Terminator fera des mouvements adéquats et se bougera dans le monde de manière harmonieuse. Parce que l'algorithme sera performant. Voilà pour les algorithmes. Donc il y a plusieurs types d'algorithmes, mais celui qui est le plus performant, en tout cas aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'appelle du deep learning, qui est un type d'intelligence artificielle, une façon de le faire en tout cas qui marche très très bien, qui demande du travail, mais qui marche très très bien. Donc en gros, comment ça se passe? Les noms en fait, ils sont un peu inspirés du fonctionnement du cerveau. C'est toujours un peu, est-ce que c'est la science-fiction qui influe ça, ou est-ce que c'est ça qui influe la science-fiction? Mais bon, en tout cas, comment ça se passe? Donc d'un côté, on a des unités élémentaires qui s'appellent entre guillemets des neurones. Et c'est assez simple en fait comment ça marche. C'est les neurones, ils prennent des chiffres en fait, A1, A2, A3, enfin tout un tas de chiffres. Ils les multiplient chacun par un coefficient adapté, donc W1, W2, W3, etc. Et ensuite, ils additionnent tout ça et ils appliquent une fonction dessus. Donc c'est ce qu'on voit. La fonction là, c'est, je me rappelle plus cette lettre grecque là, enfin c'est sigma, ouais c'est ça, sigma de B, l'erreur, qu'il y a une erreur, plus la somme de toutes ces entrées multipliées par le coefficient adéquat. Et donc ça c'est une unité élémentaire, et toutes ces unités élémentaires on les assemble en modèles qui sont en fait une grande structure, une méga structure en fait de toutes ces unités. Et après selon les modèles, il y a toutes les neurones sont connectés à toutes les neurones, ou certaines neurones sont connectées à d'autres. Il y a plein de façons en fait d'organiser ça. Et donc lors de l'entraînement, donc comment cet algorithme va entre guillemets s'améliorer? Et en fait, on va jouer sur les coefficients W1, W2, W3, etc. On va tous les adapter de tous les entre guillemets neurones en fait du réseau, et parce qu'on fait ça de manière intelligente. Enfin, il y a quelque chose que je ne vais pas rentrer dans les détails là-dedans, mais qui va faire en sorte que tous ces chiffres se mettent à jour d'une certaine manière, de façon à ce que ensuite, dans le réseau, il fasse des prédictions cohérentes. Et par exemple, l'entrée en fait de ce réseau, ça peut être les pixels d'une image, et la sortie, ça sera qu'est-ce qu'il y a dans l'image, encodé sous la forme d'un numéro. Ça peut être du texte, avec chaque mot étant un certain nombre, sachant qu'il y a 10 000 mots ou 15 000 mots dans chacune des langues,
c'est facile à faire. Ça peut être du son, dans lequel on aurait encodé le son selon chaque numéro et en sorti une propriété intéressante de ce son, de ce texte, de cette image, de cette vidéo. Voilà. Et bon, en général, c'est pas des réseaux de cette taille-là, hein, c'est des réseaux beaucoup plus grands. Et voilà, du coup, il y a eu depuis que ça existe, beaucoup de modèles qui se sont développés pour tout type de données et résultats. Donc des modèles, il y a un peu des phénomènes de champ de compétences. Par exemple, il y a le champ de compétences de l'image, le champ de compétences du son, le champ de compétences de machin, et pour donner un certain résultat. Donc il y a des modèles, par exemple, pour savoir ce qu'il y a dans une image. Là, dans cette image, une maison dans la neige. Des modèles pour savoir où est quel objet dans l'image. Là, la maison est aux coordonnées XY. Des modèles pour savoir quel type d'image, comment on pourrait classifier en fait cette image. Plutôt une image d'hiver ou une image d'immobilier peut-être, enfin ce genre de choses. Pareil pour le texte, de quoi ça parle, analyse de texte, où est-ce qu'il est le verbe, où est-ce qu'il est le sujet, etc. Est-ce que le texte est bon ou pas, selon certaines catégories qui auraient été décidées d'ailleurs par la donnée sur laquelle l'algorithme aurait été entraîné, etc., pour des vidéos, des tableaux, etc. Et alors bon, voilà, je vous explique rapidement ce que c'est, et pour voir comment ça a évolué. Au début, le deep learning c'était plutôt entre guillemets artisanal. C'est-à-dire que on avait des chercheurs, des étudiants, des ingénieurs. Ils avaient un cas d'usage et puis ils allaient un peu comme un artiste en fait. Ils faisaient en fait leur réseau de neurones qui répondrait le mieux à ce cas d'usage. Donc ils agençaient en fait les neurones dans un réseau qui allait plus ou moins bien marcher. Il y avait évidemment des modèles en fait, des modèles de modèles, c'est-à-dire des choses qui sont connues pour être bonnes et des choses qui sont connues pour être mauvaises, mais voilà, ça semblait un petit peu au talent en fait, au talent un petit peu du chercheur. Et du coup, il y a eu beaucoup d'étudiants, il y a eu même des compétitions d'étudiants sur un site qui s'appelle Kaggle, dans lequel il y avait un problème donné, et puis les étudiants, ou d'ailleurs pas que les étudiants, mais surtout les étudiants, ils rentraient en compétition pour résoudre un problème donné avec tel modèle ou tel modèle, et puis ils se comparaient un petit peu dans une espèce de course en fait, ou de sport un petit peu, quelque chose comme ça. Donc ça c'était au départ, et ça a un petit peu changé après, dans la mesure où il y a des équipes qui sont mises ensemble et qui sont mises ensemble pour créer un modèle très performant. Donc il y a eu des unions d'entreprises, de laboratoires, de plein de choses qui ont commencé à synchroniser un petit peu leurs efforts, se coordonner et faire un modèle qui était réputé meilleur que les autres et qu'en fait personne n'arrivait vraiment à battre, ou en fait au moment où on arrivait à le battre, ça devenait le nouveau modèle de référence. Donc en fait pour chaque cas d'usage, il s'est développé comme ça un modèle de référence qui était ensuite réutilisé par les utilisateurs avec leurs propres données. Donc les utilisateurs ils prenaient cette structure de modèle, ils y appliquaient leurs données et du coup ça marchait très bien. Donc ils n'avaient plus à faire le modèle puisqu'il y avait déjà le meilleur, ce qu'on appelle l'état de l'art, state of the art, de ce modèle. Ça, c'était une deuxième étape. Une troisième étape, c'est depuis 2017, on a vu commencer à apparaître des modèles préfabriqués. C'est-à-dire, c'est des modèles qui, préfabriqués, c'est ma terminologie, hein, c'est pas une terminologie officielle, dans lequel en fait c'était des modèles qui étaient déjà entraînés sur des données. Donc en fait, des gens, ils ont pris, des grandes entreprises avaient plein de données, ils ont pris un modèle, pareil, état de l'art, ils ont pris plein de données, ils l'ont entraîné, ils avaient la possibilité de le faire parce qu'ils avaient beaucoup de données, et ils avaient beaucoup de machines que n'avait pas tout le monde en fait. Et du coup, à ce moment-là, ils ont créé un modèle prêt à l'usage, même pas besoin de l'entraîner sur des nouvelles données que d'autres utilisateurs pouvaient utiliser et qui marchait très très bien et qu'en fait, limite les autres utilisateurs, ce qu'ils pouvaient, c'est l'affiner. C'est-à-dire, ils pouvaient prendre un petit bout de leurs données et faire en sorte que ce modèle, il réponde mieux en fait à leur cas d'usage. Ça s'appelle transfer learning, c'est un peu ça le mot en fait pour ça. Mais de base, en fait, c'était cette équipe qui avait vraiment la main sur l'entraînement et tout ça. Personne pouvait, très peu de gens pouvaient réentraîner ce modèle parce que très peu de gens avaient les capacités matérielles, le matériel informatique pour manipuler des tels modèles qui commençaient à être vraiment très très gros avec beaucoup de paramètres, les petits W, et de telles quantités de données qui commençaient à être gigantesques.
et pas forcément propriétaires, hein, parce que la plupart c'était des données d'internet, du type Wikipédia ou des banques d'images ou des choses comme ça, mais c'est plutôt le facteur était plutôt sur la capacité de calcul. Et alors là, depuis 2020, on voit toujours plus les méga modèles. C'est-à-dire, les méga modèles, c'est quoi? C'est des modèles qui sont tellement énormes que non seulement personne ne peut les entraîner, ça veut dire les affiner avec des données, mais ne peut même pas les faire tourner en fait sur sa machine parce que ils sont trop gros. Vraiment, ils sont beaucoup trop gros. Ils ont des centaines de milliards de paramètres et pour les faire tourner, il faut vraiment une salle de serveur tellement immense. Donc en fait, pareil, c'est des organisations. Du coup, elles ont ces méga modèles et elles les rendent disponibles à la consultation. Donc voilà, vraiment à la consultation. Genre, du coup, les utilisateurs, ils ont même plus le modèle qu'ils font tourner chez eux, et ils envoient des données et puis ils demandent au modèle de faire des prédictions. Ils ont aucune idée de ce qui se passe derrière. L'organisation, du coup, il y a un effet un peu de concentration parce que l'organisation, vu qu'elle est grande, elle peut mettre à jour en fait ce modèle au fur et à mesure des nouvelles innovations. En intelligence artificielle, 2 ans, c'est énorme. Donc, il y a toujours des nouvelles innovations, presque tous les 6 mois. Et du coup, ces méga modèles peuvent être constamment mis à jour, toujours au top et toujours bien meilleurs en fait que tout ce qu'on peut faire, que tout ce que les étudiants peuvent faire, que tout ce que les gens qui distribuent des modèles peuvent faire, que tous ceux qui distribuent des modèles entraînés peuvent faire, etc., etc. Et donc pour ça, il y a vraiment très peu d'organisations qui peuvent les faire tourner. Ça se compte sur les doigts d'une main. Aujourd'hui en tout cas. Peut-être d'autres organisations pourraient les faire tourner si elles y investissaient, mais aujourd'hui il n'y en a pas tellement qui font ça. Un exemple de ça, celui qui a beaucoup fait parler de lui, c'est quelque chose qui s'appelle GPT-3, OpenAI GPT-3, qui est en fait un modèle qui permet de faire un peu tout sur le texte. Donc il y a du texte et vraiment il peut tout faire. Genre il peut faire une conversation, chat. Là j'ai copié en fait la documentation de GPT-3. Et il peut faire du chat, il peut faire de la correction grammaticale, il peut faire de la traduction, il peut faire des tâches techniques, créer des choses en langage SQL, qui est un langage d'interrogation de base de données, de la classification, movie to emoji, enfin bref, vous voyez, il peut vraiment tout faire. Et c'est quelque chose de colossal parce que c'est quelque chose qui a 175 milliards de paramètres, milliards de petits W comme ça. Sur des réseaux de neurones tentaculaires et qu'il n'y a que OpenAI qui peut faire tourner. OpenAI et peut-être quelques autres organisations. Donc voilà, ça c'est la tendance. Et puis moi, du coup, ce que je prévois, en fait, pas que moi d'ailleurs, pas mal de gens, c'est que il y aura un moment là, du coup, OpenAI, il a fait ça pour le texte. Qu'il y aura un modèle, entre guillemets, universel, qui fera tous les formats, qui fera le texte, l'image, la vidéo, la réalité virtuelle, le son, n'importe quoi, qui sera aussi un méga modèle, qui sera consultable en fait par ce qu'on appelle API, c'est-à-dire consultable par des utilisateurs, et qui sera stocké sur des serveurs complètement colossaux en un unique point névralgique, qui sera constamment mis à jour avec les meilleurs chercheurs qui seront le mieux payés là-bas et qui les spécialistes de leur domaine. Parce que ce qui est intéressant avec ces modèles, c'est qu'en fait, ils combinent beaucoup de spécialités. Parce que chacun de ces cas d'usage, en fait, on a un spécialiste derrière de ce cas d'usage qui insère la connaissance de sa spécialité dans le grand modèle, en fait, la grande œuvre en fait collective qui est ensuite interrogée par les utilisateurs et souvent vendue en fait. Souvent en fait c'est assez simple le modèle, c'est genre tu l'interroges, tu payes en fait. Et du coup ça leur permet de payer les serveurs, etc. Et pour ça évidemment il en faut pour avoir des modèles comme ça, en tout cas avec les technologies actuelles, il n'en faut pas beaucoup dans le monde, hein. Sinon c'est pas rentable en fait de faire payer ça. Donc c'est un peu ça l'horizon que je vois pour le moment. Pour nuancer ça et terminer ma conférence là-dessus, voilà, je voulais donner quelques contre-tendances sur la décentralisation que je vois. Donc pour dire, voilà, moi je pense pas qu'il y a un chemin dans la technologie tout tracé. Ce qui est souhaitable ou pas, bon ça c'est à tout le monde de décider, mais en tout cas la contre-tendance c'est quoi? Le premier c'est ce qu'on appelle TinyML, c'est-à-dire du petit machine learning qui est fait justement pour les tout petits appareils comme le smartphone, comme les capteurs, comme les appareils photo, donc des petits trucs justement qui sont faits pour être performants avec peu de paramètres, donc être petits, donc par définition être utilisable en fait par tout le monde, et qui du coup
pourrait être chacun pourrait les refaire tourner ou les réentraîner, etc. Donc il y a pas mal de recherches là-dessus pour justement faire diminuer de taille en fait les modèles, mais c'est pas incompatible avec les méga modèles. On peut très bien avoir les méga modèles d'un côté pour les gros usages et les petits TinyML pour quand on peut pas avoir des méga modèles. Quoique, si jamais on pense par exemple il y aura de la 4G partout, il y aura de la 5G partout, on peut se dire les appareils ils ont peut-être plus besoin de TinyML parce qu'en fait ils pourront de toute façon avec Internet aller interroger le méga modèle sur Internet et récupérer les résultats. Pour l'instant c'est pas le cas, c'est pour ça qu'il y a du TinyML. Deuxième truc, les découvertes mathématiques, parce que si les modèles deviennent tellement énormes, c'est parce qu'en fait, il n'y a plus vraiment, en tout cas, il y a moins de découvertes mathématiques qui permettent de faire des meilleurs résultats en ayant trouvé une espèce d'optimisation magique mathématique de par la recherche. Et que c'est pour ça que maintenant, si on veut faire des meilleurs résultats, on est obligé d'augmenter tout le temps la taille pour avoir le plus de paramètres et le plus d'informations en fait dans le réseau là-dedans. Donc les découvertes mathématiques en général, et d'ailleurs il y en a en fait, d'ailleurs même après GPT-3, il y en a d'autres qui ont réussi à baisser un petit peu la taille de ça. C'est une contre-tendance à l'explosion de la taille des modèles et donc des capacités de calcul pour les faire tourner. Et le dernier, c'est découverte mathématiques plus. C'est-à-dire que on a déjà vu ça, c'est des gens, ils ont fait des modèles plus grands, c'est-à-dire avec encore plus de paramètres. Là, du coup, il y a un modèle qui s'appelle GLAM qui fait 1200 milliards de paramètres contre GPT-3 qui en fait 175, mais qui en utilise moins. Ça veut dire qu'à chaque prédiction, il ne va pas utiliser tous ces paramètres. Il va en utiliser juste une petite partie. Et par exemple, GPT-3, du coup, utilise environ tous ces paramètres, quoi, enfin pas toujours, etc. Tandis que GLAM n'en utilise que 10 milliards. Donc en fait, ce qui veut dire que pour faire une prédiction sur le deuxième modèle, malgré le fait qu'il soit plus grand, comme il utilise moins de paramètres pour faire pour répondre à ça, il a besoin de faire moins de calculs. Et donc du coup, y a plus de gens qui peuvent le faire tourner, ça coûte moins cher, etc., etc. Ça, c'est une troisième contre-tendance. Voilà, en tout cas, pour moi, je crois que voilà, c'était juste pour donner un petit aperçu des phénomènes de centralisation et de décentralisation, en tout cas dans ce domaine particulier technique et ce qu'ils impliquent.